Alors maintenant, on va faire un débat avec la salle, qui va s'organiser d'une manière différente. On va commencer déjà par les 4 grands chantiers qui ont été ouverts tout au début de ce quinquennat. 4 grands chantiers, vous les connaissez tous. Et puis ensuite, eh bien, on a la grande chance d'avoir un grand nombre de ministres avec nous et on va pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'ensemble des sujets. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de sujets que l'on souhaite aborder. Alors, sans plus attendre, nous allons appeler à nous rejoindre et à rejoindre la ministre des duos et des trios. Voilà, on a fait quelque chose d'assez sympathique. Alors, tout de suite, nous appelons le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, qui sera suivi de son duo, Dominique Hémon. Où est-il ? Voilà, Dominique Hémon est directeur d'établissement. Pour lui, la scolarisation des enfants en situation de handicap est une chance pour l'ensemble des élèves et va transformer profondément notre système éducatif. Installez-vous, messieurs, prenez part. Allez, on s'assoit. Ensuite, nous appelons, alors là, le trio, nous appelons la ministre, du Travail, Muriel Pénicaud. Nous appelons Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et puis, un chef d'entreprise, où est-il ? François Hervieux, vous êtes, chef d'entreprise d'une société de transport, des bus, et vous avez fait le pari de la compétence des personnes en situation de handicap. C'est pareil, vous vous asseyez, vous mettez à l'aise. Ensuite, nous appelons évidemment la ministre de la Santé et des Solidarités, Madame Agnès Buzyn, qui nous rejoint avec Lydia Touvenel, qui se lève et qui est la directrice générale du CESAP. Le CESAP, grosse association qui accompagne au quotidien, évidemment, les enfants et les adultes qui sont en situation, qui sont polyhandicapés notamment. Et puis, pour rejoindre la ministre, nous avons Sylvie, qui nous rejoint. Voilà. Et alors, Sylvie est éducatrice pour les personnes et les enfants, non-voyants, Sylvie Dugelet, et qui va être la binôme, de la secrétaire d'État. Alors, petite règle de prise de parole, messieurs, mesdames, ça vaut à la fois pour les ministres que pour les témoins. Respect du temps de parole, et deux, parler pas trop vite et simplement pour rendre accessibles les débats, pour que tout le monde puisse suivre dans la salle les débats. Éviter les acronymes et les sigles pour que tous ceux qui nous suivent par ailleurs puissent comprendre les débats et les actions. C'est extrêmement important. Et c'est parti. Et on commence par Dominique Hémon. C'est parti. Top départ. Vous avez des minuteurs. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Mettre en place un projet d'école inclusive consiste à coordonner un ensemble de conditions favorables à l'émergence de compétences professionnelles nouvelles dans un système éducatif qui séparait milieu ordinaire et milieu spécialisé depuis la fin du XIXe siècle. Dans une école qui traditionnellement sélectionne les élèves, les principes de l'école inclusive permettent à chaque enfant de suivre une formation qui tienne compte de ses besoins particuliers. Il y a plus de 15 ans que les acteurs du système éducatif y travaillent. En effet, depuis 2005, les enseignants français des classes ordinaires prennent en compte les besoins particuliers des élèves diagnostiqués. Ils sont volontaires pour le faire, mais parfois désemparés. En affirmant que le service public d'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser, qu'il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction, la loi d'orientation de 2013 a introduit une rupture de valeurs et d'enjeux. Issue d'une consultation ministérielle, la circulaire de rentrée du 6 juin 2019 organise de multiples aspects pratiques du système éducatif pour le rendre plus efficace pour les élèves en situation de handicap. Cette circulaire s'articule avec l'ouverture des établissements et services médico-sociaux. C'est sur cette base, Monsieur le Ministre, dans le cadre d'une politique académique et départementale, que le collège Cromenet du Creusot, que je dirige, a entrepris d'organiser une proposition éducative destinée à améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap et leur bien-être, ainsi que celui des personnels.
Voici quelques éléments qui ont été rendus possibles par cette circulaire de rentrée. Il y en a d'autres, mais j'en ai choisi quelques-uns. Un pôle inclusif d'accompagnement localisé interdegré permet de travailler avec les 13 structures du secteur scolaire et les AESH. La rédaction pour chaque élève suivi par la MDPH d'un projet éducatif inclusif personnalisé avec les familles dès les premières semaines de l'année scolaire a été une réalité. La création d'une unité d'enseignement externalisée dans le collège a permis un travail conjoint avec les spécialistes de l'IME voisin. Enfin, des formations croisées avec 5 collèges et lycées professionnels autour d'un projet de territoire inclusif a aussi été ouverte au personnel de l'IME. Au bout de 6 mois, on constate que les élèves en situation de handicap se sentent bien au collège, qu'ils y apprennent et qu'ils veulent y rester, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Le climat scolaire est globalement meilleur. Les résultats scolaires des élèves, de l'ensemble des élèves, à l'issue du premier trimestre, étaient en progrès. Alors tout n'est pas parfait. Nous procédons à des ajustements en cours de route. Les changements de logique et de pratique se font progressivement. Les énergies se libèrent dans un environnement qui est plus agile et plus confiant. L'école inclusive est donc une chance pour tous car elle favorise la diversité, elle permet de prendre en compte les compétences de chaque personne et suscite la coopération. Elle favorise aussi la confiance en soi, qui est le moteur de l'action individuelle et qui permet d'essayer, de réessayer et de réussir. Pour toutes ces raisons, l'école inclusive est éminemment républicaine. Sa mise en œuvre n'est pas compliquée. Elle nécessite un savoir-faire, un engagement et une constance dans la coordination des ressources et des compétences pour unir ce qui est dispersé, libérer les énergies et susciter du mieux-être pour tous. Selon moi, c'est à ces conditions qu'elle s'ancrera dans notre système éducatif et vous vous y êtes employé, monsieur le ministre, avec madame Cluzel. À moi ? D'accord. Bien, merci beaucoup. D'une certaine façon, tout est dit par ce que vient de dire monsieur le principal. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des locomotives en France. Vous êtes un chef d'établissement engagé sur ce sujet. Et le cadre existe désormais pour changer les choses. Si on prend l'esprit de la loi de 2005, puisque nous célébrons la loi de 2005 aujourd'hui, l'esprit c'est celui de l'école inclusive, c'est-à-dire d'une possibilité pour chaque élève ayant un handicap d'être scolarisé selon les modalités qui lui conviennent. Et chaque enfant est un cas particulier. Et vous l'avez très bien dit, c'était présent au début de votre propos. En faisant ça, on fait du bien non seulement à l'élève lui-même, bien entendu, et à sa famille, mais aussi à l'ensemble du système scolaire, puisque le but, c'est qu'il y ait en quelque sorte un vecteur de personnalisation du parcours. Et tout le système français a besoin d'évoluer vers cela. On partait de très loin en 2005, et ça aussi, vous l'avez dit, c'était très cloisonné auparavant. Désormais, ça doit être plus fluide. Une des choses sur lesquelles nous travaillons le plus avec Sophie Cluzel, c'est que le médico-social soit présent dans les établissements et qu'il n'y ait pas de cloison entre les deux, qu'on puisse travailler ensemble, y compris sur les enjeux de formation. Et ce que l'on comprend aussi dans ce que vous avez dit, c'est que désormais, ce qui compte, c'est cette personnalisation du parcours et c'est que chacun se sente bienvenu dans le système d'une manière organisée, d'une manière coopérative. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres en matière scolaire, notre adversaire, c'est l'individualisme, c'est le cloisonnement, c'est le fait de travailler dans des couloirs. Au contraire, on doit travailler en équipe. Ça passe par la formation des professeurs, là aussi vous l'avez dit. On a inclus dans la loi pour l'école de la confiance les premiers éléments qui permettent d'avoir systématiquement la formation de tous les futurs professeurs et même des professeurs actuels en formation continue sur les sujets du handicap. Ce point est clé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait juste des gens spécialisés sur le sujet. Il faut que ce soit l'ensemble de la société, et en l'occurrence l'ensemble du personnel éducatif, qui ait les éléments de formation pour comprendre et pour travailler. Et puis il y a notre manière d'être organisé sur le terrain. Trop souvent, nous avons une vision du haut vers le bas et cela pose des problèmes sur le terrain, sur un plan pratique, parce qu'il y a beaucoup trop de bureaucratie, beaucoup trop de délais d'attente, beaucoup trop d'inadéquation entre ce qui est proposé et ce que vivent les familles. Et ce que nous avons voulu, au travers de l'expression service public de l'école inclusive, qui est une réalité amorcée à la rentrée 2019, sur laquelle on a tant travaillé avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et avec Sophie Cluzel, eh bien, c'est de réussir ce travail depuis le terrain. Ce terme de pôle inclusif d'accompagnement localisé, c'est peut-être un sigle qui fait encore un peu austère, le PIAL, mais en réalité ça veut dire pragmatisme. Ça veut dire que depuis le terrain, on doit affecter des moyens pour le cas de chaque enfant et dans une perspective, encore une fois, complète, systémique pour l'enfant. Ça se traduit aussi par beaucoup plus d'humanité. Le but, c'est que chaque famille puisse avoir une interlocution avant la rentrée scolaire.
C'est pour ça que l'on a créé les pôles départementaux dans chaque département pour répondre aux familles. Il y a eu 18 000 appels cette année, c'est-à-dire 18 000 réponses à des attentes concrètes que les familles avaient avant la rentrée. On a fait 15 000 rencontres en 2019 entre familles, AESH, équipes éducatives, en amont de la rentrée ou juste après la rentrée, pour discuter du cas de l'enfant et être capable d'avoir un parcours personnalisé tout au long de l'année 2019-2020. Tout ceci, ce sont des amorces, et ça se traduit parfois par des cas très réussis, comme dans votre collège, comme on le comprend, ou je devrais dire comme dans votre réseau, puisque vous l'avez bien dit aussi, c'est le collège avec tout ce qui l'environne. Tout ceci se fait aussi avec des moyens supplémentaires. J'entends parfois, vous faites les piales pour faire des économies. C'est le sujet sur lequel on a dépensé plus, et on en est fiers depuis 2 ans et demi. C'est plus 40% que nous avons mis budgétairement sur ces questions. Nous sommes près de 3 milliards d'euros par an. Et bien entendu, nous allons encore faire plus. Parce que j'ai bien conscience, et ça a déjà été dit par chacune des personnes, que des progrès ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait et le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, c'est le budget, je viens de le dire, c'est le nombre d'AESH, c'est désormais 90 000, c'est le fait de leur garantir une vraie carrière, c'est ce que nous commençons à faire. Il y a 2 ans et demi, il n'y avait que des contrats aidés pour être AESH. Aujourd'hui, 85% des AESH ont un CDD. Pas assez payés, je suis d'accord, souvent parce qu'ils sont à temps partiel. Donc notre but, désormais, c'est d'aller vers beaucoup plus de temps complet. Et puis mieux formés, avec une formation de qualité, branchée sur la meilleure recherche sur le handicap, avec la diversité des sujets qu'il y a derrière la question du handicap. Tout ceci donc doit être très concret et doit être en progrès permanent. Et ce qui nous rend, je crois, plein d'espoir, c'est à la fois notre capacité à être unis autour de ces enjeux, parce que c'est un sujet, ça on le voyait bien en 2005, et je souhaite vivement que ça soit toujours le cas dans le futur. C'est un sujet sur lequel on a besoin d'une unité politique et de toute la société autour du sujet. Et puis ce dont nous avons besoin aussi, c'est évidemment d'avoir toujours le souci de l'enfant au centre. Et ça, c'est, je crois, ce que l'on vise au travers de l'expression service public de l'école inclusive, c'est-à-dire que toutes nos décisions soient réglées en fonction du parcours personnalisé de chaque élève. Merci. Merci beaucoup.